Le 20 avril 2018, Allison Mack, connue pour avoir joué le rôle de Chloé dans la série télé Smallville, est arrêtée par le FBI à son domicile new-yorkais. Les médias et l'opinion publique sont sous le choc à l'annonce des charges qui pèsent contre elle. Trafic sexuel et extorsion. Et elle a fait ça pour le compte d'une société spécialisée dans le développement personnel qui s'avérera être en fait une secte sexuelle, NXIVM. Vous aurez compris qu'aujourd'hui, pour la première fois sur la chaîne, on va parler d'une secte. C'est une affaire américaine qui a fait grand bruit à l'époque, en 2018, donc c'est assez récent. Moi, j'ai pas trouvé que ça avait été énormément traité sur YouTube, donc je me suis dit, pourquoi pas, j'avais vraiment envie d'aborder le sujet des sectes, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Moi, c'est Nelly, je fais des vidéos True Crime sur cette chaîne 2 fois par mois. Je traite d'affaires souvent en lien avec les cultures alternatives, voire même parfois avec la musique métal, mais pas toujours. Par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le disclaimer habituel, bien sûr, je fais des vidéos True Crime, donc ici, il va y avoir des mentions de violence, voire meurtre ou torture. Donc évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de sujet, je vous propose d'aller regarder autre chose sur YouTube. Les autres, par contre, vous me suivez et juste après le générique, on attaque l'affaire. Keith Raniere est né le 26 août 1960 à New York d'un père publicitaire et d'une mère professeure de danse. C'est clairement un garçon intelligent et très jeune, il va commencer à lire, il s'intéresse même à des sujets qui ne sont pas forcément de son âge, comme la manipulation mentale, au travers de livres comme ceux de Isaac Asimov. Il est rapporté qu'à partir du jour où ses parents lui ont dit à quel point ils le trouvaient brillant et intelligent et qu'il était promis à un grand avenir, il y a quelque chose qui a changé radicalement dans le comportement de Keith. C'est comme s'il avait vraiment pris les mots au pied de la lettre, que ça avait réveillé quelque chose qui sommeillait en lui. Il s'est mis à se sentir supérieur aux autres, à se considérer comme un être spécial et à s'exprimer avec un ton intense et dramatique. À 13 ans, il traitait déjà les filles de manière assez particulière. Il recevait chez lui, donc chez ses parents, des coups de fil de dizaines de prétendantes. Il leur parlait donc au téléphone et ses parents entendaient les conversations. Et Keith répétait exactement mot pour mot la même chose à chacune des filles. Il leur disait « Je t'aime, tu es celle que j'attendais, tu es importante. Tu es la seule et unique fille dans ma vie et je t'aime. » En 1982, il sort diplômé d'une école d'ingénieur avec un score GPA, c'est un système de notation aux États-Unis, de 2,26, ce qui est assez médiocre. À l'âge de 24 ans, il aurait abusé d'une mineure de 15 ans rencontrée dans un cours de théâtre. Il aurait ensuite cherché à séduire une certaine Gina Hutchinson, qui était une amie de la première jeune fille et qui avait le même âge, 15 ans. Et lorsqu'il a été pris sur le fait, il s'est justifié en expliquant qu'en fait elle n'avait pas vraiment 15 ans, que c'était une déesse bouddhiste qui lui était destinée et qui avait un âge bien plus avancé. C'est une déesse, elle avait peut-être des centaines d'années. Ils sortiront finalement ensemble pendant un bon petit moment. Gina Hutchinson sera retrouvée morte d'une blessure par arme à feu sur le terrain d'un temple bouddhiste de Woodstock le 11 octobre 2002. La police conclura à un suicide. Après ses études, Keith Raniere va rejoindre la société de marketing à paliers multiples Amway. Une entreprise à paliers multiples ou de vente multiniveau, ça consiste en une structure du réseau de vente où des revendeurs vont en recruter d'autres et vont toucher une commission sur les ventes de ceux qu'ils ont recrutés, qui eux-mêmes peuvent toucher une commission sur les personnes qu'ils recrutent, etc. C'est une structure pyramidale. Keith va ensuite créer sa propre entreprise sur le même modèle qui s'appelle Consumers Byline. C'est une entreprise spécialisée dans l'alimentation discount et les compléments alimentaires. Son entreprise va rapporter jusqu'à 33 millions de dollars par an avant d'être fermée en 1997 pour fraude de type pyramidal,
ou fraude à la Ponzi. À cette époque, Keith Raniere est en couple avec une certaine Toni Natali. Ils tiennent ensemble une boutique où ils vendent des vitamines. Et c'est dans cette boutique que d'abord Toni va faire la rencontre d'une certaine Nancy Salzman en 1998. Nancy Salzman se présente comme une infirmière spécialisée dans l'hypnose et dans la PNL, la programmation neurolinguistique. Et elle va un petit peu prendre Toni Natali sous son aile et lui proposer de l'aider dans sa relation qui a priori est mouvementée avec Keith Raniere. Elle va lui expliquer qu'il est habité par une espèce de folie des grandeurs, qu'il a de très grands projets pour lui-même et pour les autres. Nancy va l'écouter et va simplement lui dire, sans même avoir rencontré Keith, « Oh mais c'est pas compliqué, je peux vous aider, c'est un sociopathe. » Évidemment, Nancy va rencontrer Keith un peu de temps après et elle va aller voir Toni et lui dire « Vous n'avez aucune idée de qui il est. » A priori, Nancy Salzman a vu en Keith Raniere quelque chose d'extraordinaire qui l'intéresse et elle estime que Toni Natali, donc la petite amie de l'époque de Keith, n'est pas en mesure d'apprécier Keith à sa juste valeur. Keith Raniere et Toni Natali vont divorcer en 1999. Toni Natali va porter plainte contre Keith pour viol et mauvais traitement. Elle va expliquer qu'il utilisait sur elle des techniques de manipulation mentale pour la briser psychologiquement, comme par exemple la forcer, après la mort de son chien, à garder le cadavre dans le congélateur de la maison et à le regarder au moins une fois par jour. Seulement une semaine après avoir dit à Toni à quel point Keith était un être exceptionnel, Nancy Salzman va créer avec lui l'entreprise Nexium. Nexium est donc lancé en 1998 par Keith Raniere et Nancy Salzman et se décrit comme une entreprise spécialisée dans le développement personnel et professionnel. C'est une structure de type pyramidal du même modèle que les entreprises pour lesquelles Keith Raniere avait précédemment travaillé. Il s'en est inspiré. Nexium dispense des cours appelés Executive Success Programs, promettant aux participants les clés d'un éveil spirituel d'un degré plus haut de conscience qui leur donnera accès à leurs pleines compétences et donc au succès sur le plan personnel et professionnel. En tout, 18 000 personnes auraient déjà suivi ne serait-ce qu'un cours de Nexium et 700 étaient des adeptes réguliers. Bon, là où on sent que ça commence à sentir pas très bon, c'est que si on se penche sur le nom Nexium, c'est un mot qui était utilisé pour désigner un contrat d'esclavage sous l'Empire romain. Et ça signifierait en latin fournir son propre asservissement jusqu'à l'extinction d'une dette envers son créancier. Ça ne présage en effet pas grand-chose de bon. Mais ça, moi je vous le dis, mais ça n'était pas dit aux adeptes, évidemment, hein. Ça restait secret. Bon, d'ailleurs, vous avez vu, je parle déjà d'adeptes, mais il faut comprendre que dans les débuts, en tout cas dans les premières années, Nexium ne paraissait aux yeux de personne être une secte, hein. Pour l'instant, même si j'utilise parfois le mot adepte, gardez en tête que ce sont juste des clients, des élèves qui prennent des cours pour s'améliorer, pour réussir à entreprendre des choses dans la vie. Nancy Salzman va mettre à profit ses connaissances en programmation neurolinguistique, donc PNL, pour le compte de Nexium. C'est une discipline qui est très en vogue dans le milieu des coachs en développement personnel ou même des pick-up artistes, ceux qui apprennent aux hommes à draguer. Ce sont des techniques qui visent à influencer, à modifier le comportement des gens à l'aide de gestuels, d'intonations et aussi grâce au toucher. Tous les gens qui utilisent ces techniques ne sont pas forcément mal intentionnés, mais il se trouve que beaucoup d'escrocs l'ont utilisé et que nombre de scientifiques considèrent la PNL comme une pseudo-science, un outil de manipulation pour les escrocs en tout genre. Nexium, comme je vous ai dit, est construite sur un système pyramidal avec des paliers à franchir, un peu comme dans la franc-maçonnerie ou la scientologie. Le système d'échelons de Nexium est appelé le Striped Path. Ça veut dire le chemin rayé, puisqu'à chaque échelon, il y a une écharpe avec des rayures d'une certaine couleur représentant chaque palier.
Pour grimper les échelons et donc monter en grade dans la hiérarchie, il faut faire essentiellement 3 choses. Continuer de dépenser des milliers de dollars pour suivre les cours, déjà, recruter d'autres membres et se débarrasser de ce que Nexium appelle la disintegration, c'est la souffrance émotionnelle. Il existe un moyen très efficace de se débarrasser d'un coup, en une fois, de sa disintegration, de sa souffrance émotionnelle. Et ça consiste tout simplement à coucher avec Keith Raniere. Mais cette méthode n'est pas accessible à tous les élèves de Nexium, mais seulement à l'élite. On y reviendra. Certains grades de Nexium ne sont atteignables qu'après avoir dépensé 1 million de dollars et d'autres 5 millions. Et pour commencer à pouvoir soi-même se faire de l'argent en recrutant d'autres membres, il faut atteindre certains paliers. Avant un certain niveau, vous recrutez sans rien en retour. Vous aurez compris que tout est fait pour motiver les membres de Nexium à dépenser toujours plus d'argent pour prendre plus de cours afin de monter les grades. Keith Raniere et Nancy Salzman préparent eux-mêmes chaque cours qui est dispensé chez Nexium. Et 5 jours de ces cours sont facturés minimum 10 000 dollars. Et ça peut monter beaucoup plus. Chaque cours chez Nexium commence par le visionnage d'une vidéo dans laquelle Nancy Salzman explique aux participants qu'une partie de leur cerveau va automatiquement vouloir rejeter l'apprentissage. On les prépare à être mal à l'aise. On leur explique que c'est tout à fait normal, mais qu'il va falloir surpasser ça si on veut progresser. Ensuite, des coachs vont distribuer aux participants des questionnaires appelés Personal Emotions Inventory, contenant des questions très intimes, très intrusives, telles que décrivez en détail l'événement le plus traumatisant de votre vie ou votre plus grand regret dans la vie. Dit comme ça peut paraître anodin comme question, mais pas du tout. Est-ce que ça vous arrive souvent de répondre à ce genre de questions à des gens que vous ne connaissez pas? Ce sont clairement des questions auxquelles, si vous y répondez, vous livrez à la personne à qui vous transmettez les réponses des éléments essentiels sur vous, sur vos ressorts, ce qui peut vous trigger, comme on dirait aujourd'hui, vous voyez? Évidemment, ça vise à rendre les élèves vulnérables, influençables, manipulables, en donnant accès à des informations capitales sur leur être profond à ces gens de Nexium. L'idée principale de Keith Raniere et qui est transmise via les ESP, donc les cours dispensés chez Nexium, c'est que chaque personne doit avoir le contrôle total de sa vie. Il leur explique alors qu'absolument tout ce qui leur arrive dans leur vie, que ce soit positif ou négatif, n'est dû uniquement qu'à leur propre choix. Les gens qui se plaignent et qui expliquent qu'il leur arrive des choses injustes sont appelés des at cause, ce qu'on peut traduire par fautif. Keith estime qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, le positif comme le négatif, les succès comme les échecs. Il explique qu'on ne peut blâmer ni rien ni personne lorsqu'on souffre à part soi-même et qu'il n'y a pas de victime, mais seulement des gens qui associent un sentiment négatif à un événement ou à quelqu'un. Vous voyez qu'on est proche de ce qu'on appelle aujourd'hui du victim blaming et surtout que si on pousse très loin ce genre d'idées, on peut en déduire par exemple que le viol n'existe pas, puisque tout ce qui nous arrive n'est dû qu'à nos propres choix. Keith promet à ses adeptes de faire d'eux des leaders éclairés, en parfait contrôle et compréhension de leur environnement. Ce qui, par extension, si ces gens-là arrivent à de hautes responsabilités, rendrait le monde meilleur. Donc il ne veut pas seulement guérir les gens, il veut aussi guérir le monde. Les adeptes les plus haut placés de Nexium vivent tous au même endroit dans le quartier de Clifton Park à New York. Cette proximité permet un contrôle total sur ces membres-là qui sont parfois réveillés en pleine nuit par Keith lui-même pour aller faire des balades nocturnes durant lesquelles Keith va leur parler, leur raconter absolument tout ce qui lui passe par la tête. Cela visait évidemment à les priver de sommeil afin d'amoindrir leur capacité de jugement. Mais partir en balade avec Keith était considéré bien sûr comme un honneur.
Les adeptes étaient admiratifs devant la capacité de Keith Raniere à rester brillant et productif malgré le manque de sommeil. En réalité, Keith Raniere dormait à peu près toute la journée, puisqu'il vivait avec une petite troupe de femmes membres de NXIVM qui s'occupaient de tout faire pour lui, ses tâches ménagères, ses repas. Donc lui pouvait tranquillement dormir en fait, pour aller faire ses balades nocturnes. Keith avait réussi à se faire passer auprès d'elle et des autres pour un être exceptionnel qui méritait bien d'être servi. Auprès de ses adeptes, Keith Raniere se décrit comme un génie et un enfant prodige qui savait parler à l'âge d'1 an, lire à 2 ans et qui à 12 ans avait les compétences techniques au piano d'un concertiste professionnel. Il dit être un scientifique, un philosophe et détenir 3 diplômes d'enseignement supérieur. Il ne précise pas qu'en fait il n'en a obtenu qu'un et avec une moyenne assez médiocre en plus. Keith Raniere prétend avoir un QI de 240 et être présent dans le Guinness Book des records comme étant l'homme le plus intelligent du monde. En réalité, il n'est présent que dans l'édition australienne de 1989. En effet, parmi les gens les plus intelligents du monde, mais on saura par la suite que le test qu'il a pris n'était pas vraiment valable, qu'il n'a pas été vérifié officiellement et qu'il a été pris chez lui, il se l'est fait passer lui-même. Ça ne vaut pas grand-chose. Ses disciples pensent qu'il a la capacité de guérir le monde, mais aussi guérir des maladies comme le diabète ou le syndrome de la Tourette. Son énergie serait même si puissante qu'elle pourrait avoir un impact sur le climat. Les adeptes de NXIVM, à la demande de Keith, l'appellent Vanguard. C'est le nom d'un personnage, un petit avion, dans un jeu vidéo auquel il jouait quand il était jeune. Et sa caractéristique, c'est qu'il gagnait en puissance au fur et à mesure qu'il infligeait des défaites à ses adversaires. Keith Raniere a pour lui-même et pour les autres de très grandes ambitions, vous l'aurez bien compris. Il compte guérir le monde en plaçant à des postes stratégiques des leaders éclairés qui auraient atteint l'éveil grâce aux enseignements de NXIVM. Dans cette optique, il va évidemment chercher à recruter des personnalités publiques de premier plan, des gens riches et avec énormément de contacts, des gens à même de susciter des vocations, de donner envie de faire comme eux et donc de rejoindre aussi NXIVM. Parmi ses cibles principales, il y a une jeune actrice de série télé, Allison Mack. Allison Mack est née en 1982 de parents américains en Allemagne de l'Ouest. Son père est chanteur d'opéra, sa mère enseignante. Lorsqu'elle est encore jeune, toute sa famille va emménager en Californie, aux États-Unis, à Long Beach. Ses parents vont l'inscrire très jeune à des castings et elle va commencer sa carrière d'actrice à seulement 4 ans. Elle est au casting de séries phares des années 90 comme Seventh Heaven, ainsi que des blockbusters comme la suite de Maman, j'ai rétréci les gosses. Mais c'est en 2001, à l'âge de 18 ans, qu'elle va décrocher le plus grand rôle de sa carrière, celui de Chloé Sullivan, la comparse de Superman, dans la série Smallville. Elle tiendra ce rôle jusqu'à l'arrêt de la série en 2011. Ce rôle l'a propulsée sur le devant de la scène à Hollywood. Selon les estimations, elle aurait gagné jusqu'à 7 millions de dollars et est devenue une figure incontournable de la culture populaire adolescente de l'époque. Dans les années 2000, Allison Mack a une relation de longue durée avec l'acteur canadien Chad Krawchuk. Ensuite, elle va se mettre en couple avec un collègue acteur sur Smallville qui s'appelle Sam Witwer, qui va la demander en mariage en 2013, mais très rapidement après, ils vont rompre pour des raisons inconnues. En réalité, à cette époque, cela fait déjà 8 ans qu'Allison Mack est engagée auprès du groupe de développement personnel NXIVM. Le tournage de la série Smallville avait lieu dans une ville où se trouve également un des sièges de NXIVM, Vancouver. Un jour de 2006, lors d'une journée de tournage, Christine Kruk, qui joue également dans Smallville, va proposer à Allison Mack de l'emmener un week-end à un workshop de NXIVM par curiosité. Keith Raniere, en apprenant qu'une actrice de premier plan va se rendre au workshop, va déployer des trésors d'imagination pour la séduire.
Il fera venir tous les gens les plus influents de son organisation avec pour consigne de ne pas lâcher Allison d'une semelle et de la flatter au maximum. À cette époque, Allison avait 23 ans et elle se cherchait un peu, elle n'était pas tout à fait satisfaite de sa carrière d'actrice et elle cherchait là-bas potentiellement des réponses. Au cours du week-end, Allison Mack sera reçue en entretien privé par une équipe de coachs de Nexium dans une chambre d'hôtel de Vancouver. Elle y remplira un des fameux questionnaires dont je vous ai parlé plus tôt. À l'issue de l'entretien, Nancy Salzman, qui était présente, va proposer à Allison Mack de l'emmener en jet privé à New York rencontrer Keith Raniere lui-même. Normalement, ça n'arrivait pas avant d'avoir complété une bonne partie du programme. Mais Nexium avait vraiment sorti le grand jeu pour séduire Allison Mack. Allison Mack va rencontrer Keith Raniere lors d'une de ses parties de volley-ball nocturne qu'il pratiquait plusieurs fois par semaine, de minuit à 7h du matin, en compagnie d'autres membres de la secte. Lors de leur première rencontre, Allison va expliquer à Keith qu'elle a besoin de lui pour l'aider à s'améliorer dans son jeu d'actrice, dans son métier. Keith va alors commencer à lui poser des questions assez intenses. Il lui demande ce que représente l'art pour elle. Allison va lui expliquer que son être profond est intimement lié à l'art et que le pratiquer lui procure une sensation de bonheur intense dont elle a besoin et que rien d'autre ne peut lui apporter. Keith va alors lui proposer de lui apprendre à créer cette sensation sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, sans avoir à pratiquer un art en particulier. Nexium propose en effet des cours qui pourraient lui apprendre à générer cette sensation à la demande. Keith essaye de convaincre Allison qu'elle doit dissocier sa capacité à être heureuse de la pratique de son art, parce que si son bonheur dépend de quoi que ce soit, c'est qu'elle n'est pas en plein contrôle de sa vie, c'est qu'elle se condamne elle-même. Elle doit selon lui tout abandonner, y compris son métier, pour se consacrer pleinement aux enseignements de Nexium. Vous avez vu la dinguerie quand même. La fille vient lui demander de l'aide pour s'améliorer dans son métier, dans la pratique de son art, et lui, comme solution, elle lui propose d'arrêter de le pratiquer en fait. C'est un truc de fou. Au moment de se quitter, Keith va demander à Allison si elle pratique l'accolade, vous savez, le hug américain. Elle va dire que oui, et qu'aussi elle embrasse. Et elle va embrasser Keith sur la bouche. Il se trouve que Keith avait l'habitude de saluer les membres féminins de Nexium avec un baiser sur la bouche. Mais là, pour le coup, c'est Allison qui a fait la démarche. À partir de ce moment-là, Allison Mack a plongé la tête la première, corps et âme, dans les enseignements de Nexium, se mettant en tête de prendre le plus de cours possible afin de grimper les échelons dans la hiérarchie du mouvement. En 2010, Allison Mack annonce qu'elle va quitter la série Smallville en tant qu'actrice à rôle récurrent, qu'elle fera simplement des apparitions. Bon, de toute façon, la série Smallville s'arrête en 2011, je vous l'avais dit, et en 2012, Allison Mack intègre le casting d'une autre série qui s'appelle Wilfred. Elle expliquera plus tard qu'il s'agissait là d'une dernière tentative pour elle afin de savoir si elle allait rester actrice ou pas. Et en 2014, elle quitte cette série pour ne jamais en réintégrer aucune autre. Nexium était donc une grosse organisation qui comportait en son sein différentes branches, avec chacune des spécialités. Il y avait par exemple une compagnie de théâtre, et Allison Mack en a eu la direction. Elle s'est alors mise à recruter ses élèves comédiens pour le compte de Nexium. Elle a également rejoint à un rôle très important une autre branche de la secte qui s'appelle Genius. Genius est un groupe pour femmes qui prétend aider les femmes à trouver leur réel pouvoir au travers des relations aux autres et de la sexualité. Sous cette façade féministe, Genius sert en fait à toute autre chose. Keith organisait des rencontres entre les femmes de Genius et des groupes d'adeptes masculins de Nexium. Des rencontres lors desquelles il expliquait à quel point c'était difficile d'être un homme à cause de la manière dont les femmes traitent les hommes, en les tentant sexuellement par exemple.
Il explique aussi à l'occasion de ces rencontres que les hommes sont de nature polyamoureux, mais que les femmes, elles, sont monogames. Dans le cadre de Guinness, Kiss soumet ses adeptes à des exercices forgeurs de caractère, à base d'entraînements sportifs intenses de type militaire, mais aussi des privations d'eau, de nourriture, de sommeil, et en gros, vous n'aviez le droit de rien faire sans demander la permission, pas même aller aux toilettes. Les femmes qui se rebellaient contre la pratique de ces exercices étaient rabaissées et humiliées. On les forçait à porter des masques ridicules ou des costumes avec des pieds de vache. Kiss soumettait également les membres de Guinness à des readiness drills, des tests de réactivité. Ça consistait à ce que des membres haut placés de Nexium envoient des textos aux membres de Guinness avec la question « Ready ?» Prêt? Et là, le membre qui recevait le texto devait répondre en moins d'1 minute « Ready ». Et s'il ne le faisait pas, il y avait évidemment des châtiments. En l'occurrence, des punitions à s'infliger soi-même qui s'appelaient des pénitences. Ça consistait par exemple à dormir sur le sol, alors qu'on a un lit, mais non, on dort sur le sol. J'avais d'autres trucs beaucoup plus violents, comme foncer tout droit dans un mur et se cogner dedans, ou douche froide, enfin tout un tas de choses comme ça. C'est à cette époque qu'Alison Mack va se mettre en tête de faire de très très gros recrutements, de recruter des stars comme Emma Watson et Kelly Clarkson en les identifiant sur des posts Twitter. Ça n'a pas fonctionné. Des proches d'Alison vont commencer à remarquer qu'elle a changé. Un ancien collègue de plateau, Michael Rosenbaum, va par exemple raconter qu'un jour, il l'avait invitée chez lui et qu'elle est arrivée, mais pas seule, accompagnée d'une douzaine de personnes. Et elle s'est comportée vraiment très bizarrement. Elle s'est comportée comme si elle était chez elle, comme si elle était maîtresse des lieux. Et ils sont tous rentrés comme ça. Et ils se sont dirigés vers la cuisine, où ils ont commencé à sortir les poêles, les casseroles, les légumes, ils ont commencé à faire la cuisine. Donc Michael Rosenbaum, il était halluciné, il comprenait pas ce qui se passait, donc il va les voir et leur demande « Mais vous foutez quoi en fait ?» Et là, ils vont tous se mettre à dire sur un ton un peu comme une litanie « We are hungry, we are hungry. On a faim, on a faim. » Michael Rosenbaum en est même venu aux mains, limite avec certains, pour les virer de chez lui. Et finalement, ils sont tous partis dans ce qu'il décrira être une sorte de transe zombie. Michael Rosenbaum précisera qu'Alison Mack ne s'est jamais excusée concernant cet incident. Je pense que vous aurez compris que Guinness n'était en fait pour Kiss qu'un moyen de recruter des femmes qui lui seraient complètement dévouées psychologiquement et sexuellement. Cette intention va se préciser avec la création d'une sous-branche à l'intérieur de Guinness, qui est déjà une sous-branche de Nexium. Et cette sous-branche s'appelle DOS. D-O-S pour Dominus Obsequius Sororium, qui voudrait dire maître des esclaves femmes en latin. DOS est une société totalement secrète, enfouie à l'intérieur de Guinness et à l'intérieur de Nexium, et il y a même des clauses de confidentialité. Plusieurs femmes très haut placées dans Nexium, des femmes proches de l'entourage de Kiss Raniere, dont Alison Mack, sont chargées de recruter, essentiellement au travers de Guinness, d'autres femmes pour intégrer DOS. À cette époque, Alison Mack commence à avoir des problèmes d'argent parce qu'elle a liquidé toute sa fortune, l'équivalent de 7 millions de dollars a priori, pour se payer les formations de Nexium. Et Kiss lui avait promis de la rémunérer en échange de ses activités, mais il ne le fait pas. Il va alors lui faire comprendre que si elle veut être payée, elle va devoir procéder à des recrutements importants. En gros, lui donner accès à des femmes qu'il convoite, comme par exemple une certaine India Oxenberg. India est la fille de l'actrice Catherine Oxenberg et elle a tout quitté à l'âge de 19 ans pour rejoindre Nexium. Et tout comme Alison, elle a dilapidé sa fortune dans les enseignements de l'organisation. India va accepter de rejoindre DOS quand Alison va lui expliquer que ça l'aidera à grimper les échelons de l'organisation. Et comme elle le fait pour toutes les recrues de DOS, Alison Mack va expliquer à India que DOS repose sur une dynamique maître-esclave et qu'elle doit promettre un engagement et une soumission totale à DOS et
au travers de ça, à elle-même Alison Mack, qui va devenir sa maîtresse. Les femmes de DOS ont également l'obligation de réduire leurs calories par jour à 500, ce qui est assez peu, chose qu'Alison fait déjà depuis longtemps, à la demande de Keith Raniere. Elle le fait depuis qu'elle lui a prêté un serment de dévotion à vie. Ces privations sont faites passer pour des exercices de renforcement mental par la restriction. Le contrôle de Keith Raniere sur le corps des femmes de son cercle restreint et donc des femmes de DOS est vraiment total. Il se dit qu'il les poussait très régulièrement à avorter lorsqu'elles tombaient enceintes. Et on peut d'ailleurs imaginer qu'il les poussait à maintenir leur poids extrêmement bas afin de limiter les risques de grossesse. Des efforts sont évidemment déployés par l'organisation pour couper les recrues de DOS de leur famille et de leurs petits amis, faisant passer ceux-ci pour des dépendances qui les empêchent de vraiment évoluer psychiquement. Tous les matins, les femmes dont Alison a la charge, ses esclaves si vous préférez, ont l'obligation de lui envoyer un texto disant « Good morning, master ». Bonne journée, maîtresse. Et tous les soirs, « Good night, master ». Bonne nuit, maîtresse. Alison leur explique qu'elle fait tout ça pour leur bien, pour les aider à se dépasser et à atteindre l'éveil. Elle leur ordonne de penser à elle en permanence, même quand elle n'est pas présente, à méditer en s'imaginant son visage, son corps, comme si elle faisait partie d'elle-même. Et ces esclaves doivent se poser en permanence la question de savoir comment la satisfaire, comment lui rendre la vie plus facile au quotidien. Au bout d'un moment, Alison fait emménager certaines femmes avec elle et leur fait faire toutes ses corvées au quotidien. Exactement comme Keith Raniere fait avec d'autres femmes. Et l'étape ultime est la suivante. Maintenant qu'elles ont comblé Alison, elles vont devoir combler Keith Raniere. Parce que vous l'aurez bien compris, Keith Raniere n'était pas impliqué directement dans DOS pour ne pas éveiller les soupçons des femmes recrutées au départ. Mais il en était bien sûr la tête pensante. Bon, là, vous devez vous demander, mais pourquoi ces femmes ne partaient pas ? Parce que là, quand même, c'est explicite les abus. Hein. Il y a pas que de la manipulation. Là, il y a des trucs vraiment clairs. Il y a plusieurs raisons. Bon, déjà, tout est très subtil et progressif. Vous avez vu, on leur fait passer des questionnaires pour les rendre plus vulnérables et manipulables. C'est facile quand on est extérieur de dire ça se voit que ça craint. Mais quand vous êtes dans une réelle démarche de dépassement de vous-même, que vous pensez en la sincérité d'une organisation et que vous pensez réellement que ça va vous apporter quelque chose, je pense qu'on peut se faire avoir. Bon, ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'il faut comprendre que les femmes de DOS sont au final des membres très haut placés de NXIVM, qu'ils sont elles-mêmes coachs, qui ont des élèves, qui reçoivent des rémunérations pour ça. Elles n'ont donc absolument pas envie de perdre ces privilèges. Se soumettre aux demandes d'Alison, ça devient un impératif si elles veulent continuer d'évoluer dans la hiérarchie de NXIVM. Et en plus de tout ça, il y a encore une troisième raison qui va faire que ce sera vraiment très compliqué pour elles de partir, et je vous en ai pas encore parlé, c'est qu'elles sont tenues concrètement par des collaterals. C'est le nom donné à des informations sensibles qu'elles sont obligées de donner au moment où elles intègrent DOS. Ce sont des informations bancaires ou immobilières ou des informations compromettantes et sensibles sur leur famille. Et il y a aussi des photos et des vidéos à caractère sexuel. Donc là, on est clairement dans ce qu'on appelle de la sextortion, de l'extorsion par le sexe. On vous réclame ou on vous prend des photos compromettantes, des vidéos compromettantes, en échange de quoi vous devez faire ce qu'on vous demande, sinon on les fait leaker, on les diffuse. Concernant les collaterals, les dirigeants de NXIVM et de DOS donc font passer ça pour de simples mesures de protection pour s'assurer qu'elles ne divulgueront pas d'informations sur cette société secrète. En mars 2017, une nouvelle étape dans l'horreur va être franchie. Alison va annoncer à ses esclaves qu'elles vont être marquées. Elle leur explique qu'il s'agit d'un impératif si on veut faire partie de la sororité DOS et que c'est un moyen merveilleux de se souvenir de la relation la plus importante qu'on aura eue dans sa vie, c'est-à-dire celle qu'elles ont avec DOS et Alison. L'une de ses esclaves s'appelle Danielle Roberts, elle est médecin
Et c'est elle qui se chargera d'apposer le signe à l'aide d'un stylo à cautériser. La cérémonie se passera dans la chambre d'Allison au son d'une litanie « Feel the pain, feel the love ». Ressens la douleur, ressens l'amour. En octobre 2017, le New York Times va publier un article contenant des révélations sur les pratiques de NXIVM. L'organisation est présentée comme une secte d'esclavagisme sexuel. L'initiative a été prise par d'anciennes recrues de DOS qui ont décidé d'enfin quitter l'organisation lorsqu'elles ont réalisé que le sigle qu'on leur a gravé dans la chair ne représentait pas un des éléments, mais représentait les initiales de Keith Raniere et d'Allison Mack. Lorsque ces révélations sont faites, Keith Raniere va tout démentir et se mettre à intenter des procès à chaque personne qui fait des révélations sur son mouvement. En novembre 2017, le FBI décide enfin de s'occuper de l'affaire et Keith va fuir au Mexique. Allison, elle, s'enferme dans son appartement de New York. Au printemps 2018, dans sa villa de location à $10,000 la semaine à Mexico, Keith va faire venir par jet privé toutes les femmes de son cercle restreint, c'est-à-dire les femmes de DOS. Il va leur faire part à une cérémonie de renouvellement de vœux qui en fait s'avérera être une orgie. Parmi ces femmes, il y a Allison Mack, accompagnée de Nikki Klein, qui est une femme qui vit à ses côtés depuis un moment. En fait, elle a dû l'épouser à la demande de Keith afin de lui faire obtenir un visa pour rester vivre aux États-Unis avec les membres de la secte. Cette dernière, Nikki Klein, va commettre un impair en postant une photo sur Instagram pendant le séjour dont je vous parlais, qui va permettre au FBI de localiser Keith. La police mexicaine va alors rapidement arrêter Keith Raniere, qui s'était caché dans un placard. Le 20 avril 2018, la police arrête Allison Mack à New York. Lors de sa première audience, elle va plaider non coupable, mais les preuves vont s'accumuler contre elle. Alors qu'Allison est en liberté surveillée, assignée à résidence chez ses parents, elle va demander à India Oxenberg d'aller récupérer des affaires dans son appartement afin de les mettre à l'abri. En récupérant les affaires dans l'appartement d'Allison, India va tomber sur une grande quantité de clés USB et de disques durs contenant des photos et des vidéos de Keith Raniere en compagnie des femmes de DOS et tenant des propos complètement incriminants, parlant clairement de la relation maître-esclave qu'il allait instaurer dans DOS. Mais surtout dans ces disques durs, India va trouver tous les collaterals, vous savez, ces informations sensibles censées tenir les femmes de DOS pour leur faire du chantage. Et là, forcément, ça va lui ouvrir les yeux et elle va se retourner complètement contre la secte. Elle va tout remettre à la police et aussi les aider à tout décrypter, à identifier toutes les personnes présentes sur les vidéos, les photos, etc. Il s'avérera que plus de 150 femmes avaient été recrutées dans DOS. Keith avait même pour projet d'en placer certaines à des postes importants au gouvernement. Son projet était clairement de contrôler le monde et pas seulement ses esclaves. Nancy Salzman, la spécialiste de l'hypnose et de la programmation neurolinguistique, va également être arrêtée. Et chez elle, les policiers vont trouver des centaines de milliers de dollars en cash. Finalement, Allison Mack va plaider coupable d'extorsion et de complot en vue de commettre des extorsions. Le 30 juin 2021, Allison Mack est condamnée à 3 ans de prison. Oui, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais en fait, il y avait jusqu'à 17 ans de requis contre elle. Mais sa peine a été allégée suite à ce qu'elle ait pleinement coopéré pour aider la police dans l'enquête et surtout pour aider à faire condamner Keith Raniere. Allison va dire à la cour qu'elle a mis un terme à ses croyances ainsi qu'à son dévouement envers Keith Raniere.
Elle a présenté ses excuses à toutes les personnes à qui elle a pu faire du mal en les recrutant pour NXIVM. Le juge va lui dire qu'il la blâme d'avoir usé de son statut de célébrité afin de convertir d'autres personnes. Le juge reconnaît cependant ne pas douter du fait qu'elle a été elle-même manipulée et tenue captive par Keith Raniere. Keith Raniere, lui, va plaider non coupable et être condamné à 120 ans de prison le 27 octobre 2020. Les victimes de NXIVM sont toujours inquiètes de ce qu'ont pu devenir les informations sensibles qu'elles ont confiées à l'organisation. D'autant plus que certains membres, environ une cinquantaine, ne semblent ne s'être jamais détournés de NXIVM. Comme Nicki Clyne, par exemple, dont Alison Mack a divorcé quand même en 2020. Nicki Clyne a été vue en compagnie d'autres personnes, certainement d'anciens membres de NXIVM, en train de danser 1 heure par jour, tous les jours pendant 30 jours, devant la prison de Keith Raniere. Dans un premier temps, ils ont essayé de se faire passer pour des militants, des manifestants Black Lives Matter, mais ça n'a pas fonctionné. Personne n'a été dupe. Ils ont même finalement expliqué face caméra qu'ils étaient là pour essayer de remonter le moral à un ancien ami emprisonné. Ils espéraient que Keith les voie en fait de la fenêtre de sa cellule. Cette affaire a représenté une grande première aux États-Unis et a permis de mettre une définition plus précise sur la notion de contrôle coercitif. Ça consiste à prendre le contrôle de l'attitude et donc de la vie de quelqu'un en usant de menaces, de la force ou en provoquant la peur. Malheureusement, il n'y a pas encore de loi aux États-Unis concernant ces abus, alors qu'il y en a au Royaume-Uni par exemple. Keith Raniere est aujourd'hui en prison et a priori ne sortira pas. Il est soupçonné d'avoir commis d'autres crimes horribles, dont des abus sur mineurs au Mexique, ainsi que sur une jeune fille de 11 ans lorsqu'il était bien plus jeune. C'était la fille d'une collègue à qui il avait proposé de lui donner des cours de piano. Et a priori, il en avait profité pour abuser d'elle sexuellement. Mais pire encore, en 2003, Christine Snyder, une adepte de NXIVM, était partie en retraite avec NXIVM en compagnie de Nancy Salzman et s'est tout bonnement volatilisée. On a retrouvé dans ses affaires un carnet portant l'inscription « Ne cherchez pas mon corps ». D'ailleurs, il n'a jamais été retrouvé. La rumeur dit qu'elle était enceinte de Keith Raniere. J'ai fini de vous raconter l'histoire de la secte NXIVM. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre le pouce, c'est très pratique pour notifier à YouTube que mes vidéos sont correctes. Et dites-moi si vous, c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, les sectes, si vous avez envie que je refasse régulièrement des vidéos sur le sujet. Et sinon, je vous remercie de votre soutien. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous en avez envie. Et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!